Alors moi, je vais aborder la collection sous un angle assez différent. Je suis assez content de vous présenter aussi les collections que l'on a au CCVS et autres sous l'angle d'une pépinière. On a vu beaucoup depuis hier des collectivités territoriales, des arboretums, des jardins botaniques, des collectionneurs privés avec les problématiques voilà, de pérennisation, de diffusion des collections et autres. Donc là, on a inventé un petit terme qui n'a rien d'officiel pour aujourd'hui, le terme de pépiniériste explorateur. Voilà, inventé pour l'occasion. Et je vais vous présenter voilà, un petit peu comment nous, on aborde les problématiques de ces collections. Donc le jardin compte 9 collections qui sont labellisées au CCVS. Les premières collections qui étaient de mémoire genre Epimedium, Polygonatum et Azarum, je crois que c'est les 3 premières, ont 15 ans. Donc c'est des genres sur lesquels on travaille quand même depuis un petit moment. Le genre Vegela, dont je ne suis pas du tout à la source de la collection, c'était, vous le connaissez peut-être, Hervé Canals qui avait créé cette collection, et quand il avait déménagé il y a de ça peut-être bientôt une dizaine d'années, souhaitait se séparer de sa collection puisqu'il allait dans un jardin beaucoup plus petit. Et le souhait de Hervé était, il y avait eu une annonce faite par le CCVS, c'était aussi, et je le comprends tout à fait, d'essayer de trouver un repreneur qui, pour l'intégralité de la collection, et que celle-ci ne soit pas forcément diffusée, voilà, enfin en tout cas éclatée dans différents endroits. Donc on a récupéré l'ensemble de la collection, c'était pas une mince affaire, parce qu'il y avait des Vegela qui avaient une vingtaine d'années, donc autant dire que c'était des modes qui étaient quand même assez bon diamètre, et notamment des obtentions Lemoine dedans, entre autres, c'était pas une collection uniquement de botanique. Se sont rajoutés depuis les rubus asiatiques, les iris botaniques, et depuis un an tout juste, 3 nouvelles collections, les Hydrangeaceae asiatiques, la famille des Lardizabalacées et le genre Schizophragma. Voilà, pour les collections. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail des collections. Aujourd'hui, je vais plus vous parler un petit peu de la gestion des collections et comment nous, on les pérennise dans le temps. Alors, une des premières choses, on va en parler, c'est effectivement les voyages. C'est moi sur la photo, c'est vrai qu'on ne me reconnaît pas. Ça, c'est dans l'ouest du Népal, il y a 19 ans, tout juste 19 ans. Alors d'abord, vite fait, retracer un petit peu comment on en arrive là. Alors évidemment, tout commence par une passion, forcément. De toute façon, on est tous, autant qu'on est, sur un métier passion, c'est ce qui nous anime. Comme le disait Dominique, Olivier et autres, en premier lieu, on se fait plaisir. Égoïstement ou pas égoïstement, en tout cas voilà, c'est notre propre plaisir. La manière d'aborder la plante, effectivement, c'est des études horticoles. On commence tous pareil, on apprend déjà à faire une bouture, à planter une plante, à la faire pousser, etc. C'est des rencontres. Voilà, ce week-end en est la preuve. C'est des rencontres qui font que voilà, on va continuer, persévérer et toujours être animé par la même passion. Moi, la toute première rencontre, j'avais fait mon mémoire de BTS sur les bambous à l'époque. C'est une plante que j'aimais beaucoup. Enfin, que j'aime toujours autant, mais j'en mets un peu moins dans le jardin, j'avoue. Et à l'époque, avec mon mémoire de BTS, j'avais rencontré le directeur de l'époque de la bambouseraie d'Anduze, Yves Crouzet, qui, tout juste sorti de mon BTS, m'a proposé un contrat à la bambouseraie où j'ai travaillé 5 ans. Je ne travaillais pas sur le parc, mais j'avais en charge la production, la pépinière, peut-être moins connue, mais il y a des hectares de pépinières à Anduze également, où je suis resté à peu près 5 ans, et d'être dans le Gard et dans le sud de la France, j'ai fait une rencontre qui pour moi a beaucoup compté, qui était Francis Allais, qui est devenu un ami, et qui m'a appris énormément en botanique, parce que finalement, les études horticoles, j'avais appris la base de l'horticulture. Et on a fait beaucoup de sorties botaniques dans le sud de la France, et notamment dans le jardin de Margny-l'Apostole, etc., où j'ai rencontré à l'époque Frédéric Potts, qui, à peine sorti effectivement de la bambouseraie, m'a proposé un poste au jardin botanique de Lyon. Et là où j'ai pu approfondir, et c'est sûrement à cause de lui que j'ai gardé cette déformation de toujours noter dans mes inventaires mes origines, etc. C'est resté un petit peu... voilà, donc ça a fait 16 années à travailler dans des structures très différentes. La bambouseraie, c'est privé, la pépinière, c'était du commerce.
Donc on avait voilà, je gérais les collections de bambou, mais c'était surtout aussi en fin d'année, il fallait que je justifie un petit peu le chiffre d'affaires de la pépinière. Donc on avait aussi d'autres objectifs. Et Lyon, on était vraiment sur la collection. Et puis je suis parti Jardin de Lyon et moi. Certains le savent, j'aime pas trop la hiérarchie, j'aime bien décider de ce que je fais. Donc je me suis mis à mon compte et j'ai choisi d'être pépiniériste. Alors pourquoi pépiniériste? C'est ça là qu'on arrive directement sur les collections. J'aime multiplier les plantes, c'est vrai que voilà, diviser, bouturer, semer, etc. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de diffuser les collections, finalement. C'est ce que j'aime. Surtout si on est sur de la collection de plantes un petit peu rares. Je trouve très excitant quand à Saint-Jean-de-Beauregard ou ailleurs, j'arrive à vendre un Méliosma mirianta, par exemple. Pas pour les 20 € que je vais empocher, mais parce que je suis content d'avoir réussi à multiplier et à installer quelque part dans un jardin un Méliosma. C'est beaucoup plus excitant que de vendre des tuyas. Je ne me serais pas mis pépiniériste si c'était pour faire du tuya. Donc, alors au jour d'aujourd'hui, alors c'est les chiffres qu'en un an. Bon, l'année prochaine, il va falloir qu'on se remette à mettre à jour nos inventaires. Mais il y avait à peu près 6000 taxons en culture, dont au moins 80% ou 85% avec une origine nature connue. Voilà, ça c'est la déformation qui est restée de mon travail dans les jardins botaniques, de nature directe ou indirecte. Mais c'est vrai que j'ai toujours privilégié les plantes avec une origine. Et donc j'ai commencé à voyager en Asie. Alors moi je suis un fan de plantes asiatiques, j'ai jamais été encore en Amérique, donc principalement Himalaya, Chine, Japon, Corée, Taïwan, voilà, il y a de quoi faire dans ces pays. Mon premier voyage c'était il y a 20 ans, c'était en 99 en Chine. Et un autre aspect que j'aborderai pour la collection, c'est la communication et les échanges et tout, parce que si on reste dans son coin, dans son jardin, on finit par être un vieil ours. Donc c'est bien aussi de rencontrer des gens. Bon, là, les petits points noirs, c'est les régions explorées depuis 20 ans pour faire des voyages botaniques. J'ai beaucoup axé les premiers voyages sur l'ouest, le sud-ouest de la Chine, qui est quand même une région où, quand on vous a dit pendant 6 ans en études horticoles, la biodiversité, c'est sous les tropiques, et que vous vous baladez dans une forêt tempérée du Yunnan, vous vous dites, waouh, non, quand même, il y a quand même des régions tempérées du globe où il y a une sacrée diversité. Et puis après, voilà, j'ai étendu un peu l'Himalaya, un voyage au Sikkim, plusieurs voyages au Japon, Corée du Sud, l'île de Jeju dont vient de parler Frédéric, un petit peu le nord-est de la Chine, Taïwan, qui est également très intéressant, avec quelques petites incursions en climat un petit peu plus chaud, vraiment le sud de la Chine, Singapour, etc. Voilà, petit exemple. Bon, c'est vrai qu'avec la lumière de Carpinus fangiana, in situ dans une vallée perdue du Sichuan. Alors, les voyages botaniques, et par rapport à notre métier aussi de pépiniériste, c'est aussi de pouvoir faire de la collecte de graines. Ramasser les graines dans des arboretums, c'est très bien. Mais bon, vous le savez tous, semer un sorbier, même Scalaris, vous allez avoir un truc qui ressemble à de l'Ocuparia. Vous ne pouvez pas vendre ça à un client, parce que s'il achète un Scalaris, c'est pour avoir un Scalaris. Donc c'est vrai que voilà, la collecte de graines in situ a cet avantage. Bon, j'ai pris 2 photos un peu au hasard. En haut, c'est Lilium nepalense au Népal, et en dessous, c'est Aralia bipinata à Taïwan. Donc effectivement, avant que quelqu'un me pose la question, oui, on fait de la collecte en nature, oui, on n'a pas d'autorisation. Non mais clairement, et puis je le dis, j'ai pas honte parce qu'aujourd'hui, si on veut faire les choses dans les règles, on fait plus rien. Des autorisations, vous ne pouvez pas en avoir, vous n'en aurez jamais. Et je reste persuadé que de prendre 10 graines sur un Aralia bipinata qui fait 10 mètres de diamètre, je suis pas un assassin de la nature. Après, voilà, je sais que tout le monde ne pense pas forcément ça, mais si on fait tout dans les règles, on ne fait strictement plus rien. Et je pense que au niveau de la planète, il y a des sujets beaucoup plus préoccupants que de se trimballer quelques graines dans les poches. Alors voilà, le métier de pépiniériste, pour moi, c'est ça. Le problème des collections, c'est qu'effectivement, on a une collection à un endroit, et puis voilà, on prenait l'exemple hier de Marc Laferrère, on a plein d'exemples de collections qui ont disparu, purement et simplement. Alors effectivement, nous, nos collections disparaîtront peut-être, mais en attendant, on sait qu'on les a diffusées au plus grand nombre. Le problème aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas les jardins botaniques qui vont diffuser dans les jardins des particuliers des plantes. Hein, je vais revenir dessus. Mais voilà, la pépinière, on multiplie, on diffuse. On diffuse aussi à des jardins botaniques. Hein, mais voilà, on va en particulier des collectivités locales, etc. Parmi les moyens, voilà, ça c'est une photo, certains auront reconnu, c'est dans la cour du château de Saint-Jean-de-Beauregard.
Voilà, et on a des très bonnes foires aux plantes hein, en France. De ce côté-là, je trouve qu'on est quand même bien lotis. Hein. Nous qui rougissons toujours de ce que font les voisins, en France, on a quand même des choses qui sont très intéressantes. Donc voilà, la diffusion, c'est vraiment le leitmotiv déjà voilà, voilà, quand vous avez des genres, je parlais de Méliosma, hein, les Lindera, plein d'autres choses, les Aspidistra ou autres, on diffuse, on diffuse, on diffuse. Alors, la difficulté pour nous, effectivement, c'est qu'on ne va pas forcément tout noter. Je suis incapable de dire exactement tous les noms des gens à qui on a vendu des plantes, ça sera le rêve. Ça a quand même un sacré avantage, c'est que malgré tout, on se souvient toujours en un petit coin de la tête, ah bah tiens, j'avais vendu telle plante à un tel. Il m'arrive souvent d'envoyer un petit mail en disant « Vous vous souvenez, il y a 5 ans, vous m'avez acheté telle plante, je l'ai perdue, vous ne l'auriez pas encore dans le jardin. » Puis les gens, effectivement, en général, si, pas de souci, je vous envoie des boutures, on fait des échanges. Combien de fois on a réussi à récupérer dans les collections des plantes qu'on avait perdues? Si on ne les avait pas diffusées, effectivement, ça aurait été perdu pour tout le monde. Alors, on est pépiniériste, on s'amuse aussi. Hein, donc, effectivement, c'est aussi pour nous l'occasion. Alors, on a vu les établissements turcs, on a vu les bougainvilliers ce matin. Alors nous, on est tout petits, hein, sur la pépinière, on est 2, on fait tout nous-mêmes de A à Z, un petit tunnel, on n'est pas du tout, on fait pas d'études commerciales, on s'amuse. Donc ça, alors moi, j'y suis pour rien. Hein, dans cette pente, c'est Manon qui l'a obtenu. Voilà, un nouvel hybride d'Akebia. Manon étant spécialisé des plantes grimpantes, on va sûrement proposer les premiers plants à Saint-Jean ce printemps. Je pense qu'on va peut-être faire un petit baptême, quelque chose comme ça pour cet Akebia espoir de printemps. Alors, voilà, on est content parce qu'on s'amuse aussi un petit peu à faire des hybridations. Clairement, si en 10 ans on en vend 3, on s'en fiche, on sera content parce que tous les printemps on va continuer de s'extasier devant notre petit bébé. Voilà, pour juste vous donner qu'on n'est pas du tout sur la même échelle, mais c'est aussi les voyages botaniques, ça nous permet d'avoir une diversité d'espèces sous la main, avec des origines connues, et qui permettent aussi de créer des nouveaux hybrides. Hein, on en a un petit peu parlé ce week-end, c'est toutes ces espèces botaniques qui ont permis aujourd'hui qu'on ait des milliers de cultivars, de camélias, de clématites et autres. Donc je trouve aussi intéressant de continuer d'introduire des nouvelles espèces. Alors c'est bien parce que ça va peut-être en faire bondir 2 ou 3, mais effectivement, on est pépiniériste, on n'est pas forcément focalisé sur le botanique. On a énormément d'espèces sauvages dans nos collections, mais on n'est pas du tout réfractaire également aux cultivars. On peut appeler ça cultivar. Et je trouve intéressant surtout actuellement, de retravailler des genres qui voilà, sont un petit peu devenus trop banals pour nous. Hein, quand vous dites à un client qui veut un arbuste qui pousse facilement, ben voilà, ça rejoint ce que disait Frédéric à l'instant. Vous dites au client, je vais vous montrer des cotonéastères. Ah non, moi, c'est pas un talus d'autoroute, ma maison. Ok, voilà, ou sur des beaux chrysanthèmes. Ah non, mon jardin n'est pas un cimetière. Berbéris, je vous en parle même pas. Vous savez, le berbéris, c'est ce truc pourpre taillé plein d'oïdium en bas des HLM. Donc, allez vendre un berbéris. Et l'ocuba, mon Dieu, l'ocuba. Et moi, le premier. J'aurais jamais pensé remettre des aucubas dans mes collections parce que ma grand-mère avait le crotonifolium dans sa loggia, planté, vous savez, le petit cyprès des cimetières, là, dans une jolie jardinière en plastique. Et puis de toute façon, le crotonifolia était noir en fin d'été parce que de toute façon, il cramait au soleil. Donc pour moi, c'était vraiment le genre de plante un peu comme la spidistra, hein, à une époque, qui était le truc qu'on mettait dans l'entrée sombre. Et finalement, j'ai redécouvert ce genre, alors là, plutôt dans les voyages au Japon. Tout d'abord avec les formes sauvages, parce que c'est une plante qui est très très variable. Vous allez trouver dans la nature au Japon des formes à feuilles lancéolées étroites, très gracieuses, jusqu'à des formes très larges, grossièrement dentées, donc à feuillage vert. Vous en avez notamment un exemple en haut à droite, vous voyez un feuillage très étroit. Et j'ai pu introduire du Japon beaucoup de nouvelles variétés, avec des feuillages très, très divers. Certains à l'ombre sont très lumineux. Bah, l'ocuba, finalement, c'est vrai qu'on l'avait vu beaucoup, mais nous, nos clients, c'est quoi leur préoccupation? Jusqu'à maintenant, c'était est-ce que ça résiste au froid? Pour l'instant, on est basé à Besançon, c'est quand même des hivers qui peuvent être froids. Depuis 2-3 ans, c'est plus ça la préoccupation. C'est est-ce que ça tient au sec? Parce que les gens, ils en ont marre d'être esclaves de leur tuyau d'arrosage et de voir crever leurs plantes. Je peux vous dire que dans l'est de la France, de l'hydrangea serrata, on n'en vend presque plus depuis 2 ou 3 ans. C'est un soifard, clairement. Donc ça va bien pour les régions de l'Ouest, mais c'est des plantes que les gens ne veulent plus.
On n'a jamais autant vendu d'ophiopogons que cet automne. Moi, les gens venaient nous voir. Oh, les ophiopogons que je vous ai achetés l'année dernière, je ne les ai pas mis une goutte cet été. Ils sont superbes au pied des arbres. Donc l'Ocuba fait, à mon avis, comme Mahonia. Le genre Mahonia, Olivier a tout à fait raison. Pour moi, c'est un genre d'avenir. Le seul problème du Mahonia, c'est qu'on n'a pas encore franchi les étapes du client, ça pique. Alors, il y a le petit côté ça pique. Alors, comme je dis à mes clients, vous n'êtes pas obligé de vous rouler toute nue dans le Mahonia. Hein. Moi-même, je ne le fais pas. Hein, donc, mais ça reste une très belle plante et vous n'arrosez jamais vos Mahonia. Donc, l'Ocuba, pour moi, est intéressant et ces hybrides vont sans doute permettre de s'amuser un petit peu à l'obtention de nouvelles variétés. Vous avez le troisième en partant du haut à droite qui a un feuillage vert, mais dont les jeunes pousses sont blanches. Hein, donc ça, c'est une variété que j'ai introduit. Non, celui-ci, c'est pas que je l'ai introduit au Japon, je l'ai eu par Tony Haven de Plant Delight. À l'ombre, c'est magnifique au printemps. C'est hyper lumineux, c'est superbe. Donc voilà, c'est aussi de travailler sur des genres qu'on a peut-être trop vus, mais qui, à mon avis, vont revenir au goût du jour, avec des choses assez intéressantes. Le Japon est pour moi un pays très très intéressant en Asie, parce que les Japonais sont effectivement des dingues de plantes. Et mes premiers voyages au Japon, il fallait me voir dans les petites pépinières japonaises, je sautais comme un gamin qu'on aurait amené à Legoland. On découvre énormément de choses. Alors, on n'aime pas le panaché, il y a plein de choses. Voilà, tous les goûts sont dans la nature. Il m'a fallu 12 ans, il a quand même été du travail, pour effectivement mettre en place un circuit au Japon. Parce qu'en plus, les Japonais ne sont pas des gens bien rigolos. Hein. Vous dites pas à un Japonais, envoie-moi une petite bouture dans une enveloppe. C'est pas autorisé, donc ils sont très à cheval sur les lois. Donc aujourd'hui, effectivement, quand je vais au Japon ou même d'ici, que j'ai des catalogues de pépinières japonaises, j'ai la possibilité aujourd'hui d'acheter tout ce que je veux quasiment dans les pépinières. Et les plantes que j'achète comme ça en pépinière sont envoyées chez un correspondant local qui me conserve les plantes le temps de la quarantaine. Il faut savoir qu'au Japon, la quarantaine sur les plantes vivaces, c'est entre 6 mois et 1 an. Sur les ligneux, ça peut être jusqu'à 3 ans. Là, j'ai des plantes qui vont arriver cet hiver qui étaient en quarantaine depuis 2 ans. Alors, autant dire qu'il y a de la perte, hein, forcément. Mais une fois que la quarantaine a été faite, cette personne s'occupe de me faire les phytos en japonais. Je vous avoue que s'il fallait que je fasse des phytos en japonais, ça serait difficile, qui s'occupe de me mettre ça en racine nue, enfin voilà. Donc c'est, voilà, pour le coup, tout à fait introduit de manière légale, on a tous les papiers qu'il faut. Alors c'est toujours petit, en racine nue, donc souvent il faut du temps, les Ocuba, quand vous les avez comme ça, il faut quand même quelques années avant de faire les premières boutures, mais c'est voilà, c'est assez intéressant d'introduire des nouvelles variétés qui vont permettre aussi de renouveler des genres et de créer des nouvelles variétés. Et notamment, voilà, typiquement une collection qui a été l'année dernière, oui, il y a tout juste 1 an, labellisée par le CCVS, qui est le genre Schizophragma. Donc on connaît tous le Hydrangeoides, il y a d'autres espèces. La collection comprend, je pense, aujourd'hui quasiment toutes les espèces botaniques et énormément de nouvelles variétés trouvées au Japon. Voilà, je vous ai mis quelques exemples de feuillages, des plantes qui sont introduites pour la première fois. On a globalement introduit pas mal de plantes vivaces du Japon. Il y a quelques pépinières japonaises qui exportent en Europe. Hein. Ce sont des plantes qu'on trouve beaucoup dans l'ouest de la France, mais chez certains pépiniéristes de plantes d'ombre. Mais les ligneux, il n'y a pas grand-chose qui avait été fait, à part, bon, les hydrangeas, effectivement, les érables japonais. Mais les Américains ont beaucoup plus travaillé que nous sur les ligneux, alors qu'il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes. Donc c'est de la mise en culture, c'est de l'observation, de la multiplication et ensuite de la diffusion. Ce qui est assez marrant, c'est que depuis le temps, j'ai rencontré des collectionneurs aussi là-bas et qui s'amusent. Alors moi j'ai souvenir de visiter des collectionneurs, par exemple, qui se mettent des styrax par exemple, des styrax panachés, choses comme ça. Et alors c'est le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors vous rentrez, vous avez le styrax numéro 27. Donc ça c'est marrant, c'est des plantes qui ne sont pas nommées. Alors on peut s'amuser après à faire plein de choses par rapport à ça. Il faut que j'accélère un petit peu. Créer un réseau d'échanges, pour moi, c'est vraiment important. Je le disais, il ne faut pas rester dans notre coin, il faut diffuser un maximum, c'est faire des échanges avec... voilà, moi, le jardin a toujours été ouvert à qui veut faire des échanges. Je trouve ça, voilà, c'est la base aussi de la collection végétale.
Et ça a toujours été important également, les voyages, et ça je le dis quand je vais donner des cours aux jardiniers botanistes à Besançon, c'est voir la plante dans son milieu naturel, vous savez la cultiver. Vous n'avez pas besoin d'aller voir dans un livre, vous observez son biotope, avec qui elle pousse, l'exposition, le sol, etc. Et vous arrêterez de mettre des plantes d'ombre au soleil et vice-versa. Donc ça, c'est très important pour nous en pépinière, c'est que, c'est toujours en Népal cette photo, on apprend vraiment à cultiver les plantes. Alors ça nous pose des problèmes à nous aussi, hein, parce que effectivement, la problématique des collectes, c'est peut-être pas le débat, mais vous êtes tous un petit peu, voilà, effectivement, au courant des problématiques qu'on peut avoir. Des autorisations, c'est très difficile effectivement à obtenir. Est-ce que les pépinières aussi, on a un rôle au même titre que les jardins botaniques, à jouer au titre de la conservation ex situ, même si conservation ex situ, je ne suis pas fan de ce terme et je ne suis pas bien convaincu que ça marche bien. Je ne sais plus qui c'est qui l'a dit hier, mais en tout cas, à la préservation en tout cas, de taxons rares ou menacés en culture. Un grand regret aujourd'hui, moi, c'est le manque de collaboration avec les jardins botaniques, mais pour cause. Aujourd'hui, vous avez la Convention sur la diversité biologique et autres. Les graines des jardins botaniques, c'est le fameux éducation, conservation, recherche. Et si vous avez des graines d'un jardin botanique, vous multipliez en pépinière pour vendre des plantes, vous n'avez pas le droit. Moi, je trouve que c'est voilà, une très grosse erreur parce que c'est pas en gardant sous cloche dans les jardins botaniques des espèces rares qu'on va vraiment arriver à les conserver. Aujourd'hui, si le ginkgo disparaît de la nature, bah voilà, j'en vois un d'ici. On sait que la plante, en tout cas, a été largement cultivée. Donc, c'est des problématiques qui vont vraiment nous concerner de plus en plus dans les années à venir, quoi. Quelle valeur pour ces collections ? C'est ce qu'on en a un petit peu parlé hier, c'est aussi la problématique de... C'est pas forcément de mettre une somme, une valeur, mais effectivement, quand vous avez un pépiniériste qui a accumulé comme ça, il y a à peu près 6000 taxons en culture, il veut vendre son entreprise, il part à la retraite par exemple, et on lui dit votre stock, les plantes ça vaut rien. C'est comme si vous disiez à Amazon ce que vous avez dans vos entrepôts, ça vaut rien, il ne serait pas d'accord. Donc c'est une problématique sur effectivement quelle valeur, pas forcément financière, mais patrimoniale, botanique, horticole, on met sur une collection. Mais je trouve dommage qu'on travaille vraiment aujourd'hui pas assez avec les différents jardins botaniques. Et puis, voilà, le CCVS, clairement. Le CCVS, c'est pour moi le lien entre les collectionneurs en France. Et aujourd'hui, on a un frein, je trouve, c'est par rapport à ces réglementations. C'est que pour vivre heureux, vivons cachés. Et on a du mal à... Voilà, le rêve, c'est d'avoir un inventaire de toutes les collections de France accessibles, mais demander à beaucoup de collectionneurs qui vont collecter dans la nature, ils n'ont surtout pas envie qu'on vienne les enquiquiner. Et quelque part, je les comprends un petit peu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi du mal à créer ces liens parce qu'il y a de l'interdit. Je veux dire, les jardins botaniques, à une époque, vous aviez le jardinier qui revenait de ses vacances de Madagascar, là, au mois d'août, et regardez tous les codex que j'ai ramenés pour la collection. Il y a 50 ans, oui, aujourd'hui, effectivement, on ne peut plus le faire. Donc on est concerné par toutes ces problématiques. On vous dirait que je pose plus de questions que de réponses. Mais c'est pour montrer aussi un peu les difficultés de notre métier par rapport à cet aspect-là. Oh, j'ai mis quand même quelques photos parce que ça, c'est une petite pépinière au Japon. C'est sympa parce que c'est en bord de route, les Japonais, voilà, c'est pas mis sous clé. Hein, la nuit, à la rigueur, ils tirent juste son petit rideau et puis basta. La diffusion, mais aussi effectivement la communication, c'est de communiquer, surtout envers le grand public, de leur expliquer tout ça. Ça peut être sous la forme de conférences, effectivement. Plusieurs d'entre vous ici font régulièrement des conférences. Des expos photos. La photo en bas, c'était au Jardin botanique de Strasbourg, où effectivement, on avait fait des tirages de photos que j'avais faites au Japon, qui avaient été exposées dans le Jardin botanique. Voilà une forme de vulgarisation aussi des collections des plantes. La rédaction d'ouvrages, d'articles. Hein, alors, vous avez la revue Hommes et Plantes ici, mais il y en a d'autres. Et l'écriture, alors effectivement sur Internet ou autre. Une petite revue Azarom Magazine que j'écris, que je sors une fois par an. Ça, c'est le numéro de cette année. Avec des focus sur certaines collections et puis des conseils de culture. Voilà, ce qu'on disait, écrire et transmettre nos expériences. Alors, moi, à mes yeux, c'est important. Voilà quelques exemples d'ouvrages que vous retrouvez... Voilà la revue là-haut, et puis des ouvrages aux éditions Wilmer, Sous l'œil bienveillant et parfois réprobateur quand j'en écris trop, de Didier Villery.
qui me dit « Oh là là, non, non, on va pas faire un livre de 500 pages, il faut que tu apprennes à condenser un petit peu tes textes. » Mais ça, voilà, on est vraiment sur la vulgarisation, la diffusion de la connaissance. Après tout, zut, il n'y a pas de raison qu'il y ait que des livres en anglais. Hein. Non mais je vais être un peu chauvin, mais c'est vrai quoi. On sait des choses en France. Je vois pas pourquoi il faut toujours qu'on se rabaisse en disant. Et puis de toute façon, maintenant les Anglais ils ont choisi de construire une forteresse autour de leur île. Il va falloir qu'on se passe d'eux pour pas mal de choses. Moi j'en suis le premier attristé parce que j'échange beaucoup avec les Krug, avec Nick Masser, avec Liza de Grow Wild Nursery en Écosse. Ils sont aussi tristes que moi parce que ça va devenir compliqué d'échanger des plantes. Hein. Tout comme ça l'est quand j'échange avec des Tony Avon de Plant Delight ou autres. Bon, les Anglais c'est dommage. Bon, ils ont fait le choix. Hein. Voilà, donc il y a 2 articles tirés d'Hommes et Plantes. En haut, c'est un article de la revue de l'Arnold Arboretum. En dessous, c'était dans le journal de l'Olia International Society, quelque chose comme ça. Là, c'est moi au pied d'un Photinia nucia au Népal. Et puis, j'ai mis 2-3 exemples avant qu'on m'arrache le micro des mains. Voilà, sur des genres pas très connus. Alors, c'est pas des genres qui ont un gros potentiel commercial, hein, mais effectivement, ce Chromia de la famille des Stémonacées, qu'on n'arrivait pas à déterminer après avoir trouvé ça au Japon, bah forcément, il a été décrit et publié 4 ans après qu'on ait trouvé cette plante sur l'île de Shikoku. Avec David Cherberry-Jolion, si on avait su, on aurait travaillé dessus avant le japonais, tiens. Autre exemple, on parlait de Brian Matthew tout à l'heure, un iris qui avait été décrit depuis peu de Turquie. Ceux qui veulent connaître l'histoire vont sur ma page Facebook, j'en ai parlé la semaine dernière. Vous verrez que ça m'a valu quand même, ça nous a valu une journée de rétention dans une caserne militaire en Turquie, parce que forcément cet iris ne pousse que sur une colline qui est une zone militaire. Donc effectivement on pensait être discret, mais on n'a pas du tout été discret. Confiscation des passeports, enlever les pellicules de l'appareil photo, enfin la totale. Mais j'ai réussi à ramener un petit bout et il est toujours en collection. Voilà, des ophiopogons qui ont été introduits de Chine. C'est pas volontaire, je l'avais mis, Olivier en a parlé tout à l'heure, la Spidistra leishanensis que j'avais collectée dans la localité type à Leishan dans le Sichuan. Viburnum brevitubum, de stations qui ont disparu lors du séisme de mai 2008. Le bas de la vallée d'Oulong qui a été enseveli sous des milliers de tonnes de roches suite aux éboulements de terrain du tremblement de terre. Donc toutes ces stations ont disparu. Ben voilà, elles ont l'avantage, c'est qu'elles persistent au moins en culture. Disporum xyligense que j'avais collecté dans le Sichuan, qui est sans doute aussi une première introduction. C'est une introduction qui a 20 ans déjà. Et puis voilà, des choses qui ne sont pas encore identifiées. Même les Américains n'arrivent pas à mettre un nom sur ce Xanthoxylum que j'avais trouvé dans le Sichuan, qui est magnifique. Donc on a encore pas mal de travail. Aristolochia mupinensis, tout ce qu'on trouve sous ce nom-là en Europe est faux, c'est la tomentosale américaine. Alors, je ne comprends pas comment il peut y avoir autant de mélanges. Voilà la vraie mupinensis. Et pour ceux qui sont fans un petit peu de feuillage, voilà, des introductions, des sélections à partir de matériel introduit du Japon. Ce Styraxobacia que j'ai nommé neige éternelle. Un Quercus myrcinifolia à feuillage doré, un Castanopsis panaché. Bon, il faudrait que je fasse des photos un peu plus jolies des feuillages. Diospyros cataiensis, issu d'une collecte en Chine. Bon, je suis désolé, je vais un peu vite, mais on n'avait pas beaucoup de temps. Donc tout ça, on le multiplie au mieux voilà, dans notre pépinière. Alors, on ne se refait pas aoba, ça veut dire verdure en japonais. Vous retrouvez, alors j'ai un peu de retard hein, comme tout, mais sur mon site Asian Flora, vous avez à peu près 25 000 clichés, dont la plupart prises in situ lors des voyages botaniques. Et alors la bonne nouvelle, tant pis pour les gens d'ici, mais c'est que voilà, on déménage et la pépinière, et on va redémarrer un nouveau jardin sur 3 hectares au sud du Mont-Saint-Michel. J'espère que d'ici un mois et demi, on est là-haut, mais pour ceux qui sont pépiniéristes, vous imaginez le casse-tête de déménager une pépinière. Voilà, c'est très rapide, on pourrait en parler longtemps, mais je voulais vous donner un petit peu voilà, notre point de vue en tant que pépiniériste, avec voilà, la difficulté de la commercialisation, des autorisations, et quelque part, des fois, on a un petit peu de mal à échanger entre collectionneurs. Bah, vous savez qu'en France, on a un problème avec l'argent, hein. C'est dans nos gènes, quoi. Personne ne veut dire son salaire, combien on gagne, etc. Et nous, on a un problème, c'est que des fois, quand je propose des échanges à des collectionneurs, ils me disent « mais tu vas faire du fric avec ma plante ». Alors, comme je dis, bah, quand tu travailles, tu es bien content d'avoir un salaire. Et c'est vrai que des fois, c'est un frein parce que les gens imaginent qu'on échange des plantes pour l'argent. Alors, si un pépiniériste était riche, ça se saurait. Mais c'est vrai que pour nous, des fois, c'est un frein, effectivement. Le fait qu'on commercialise des plantes. Mais pour nous, en tout cas, c'est de multiplier et de diffuser. C'est vraiment ça, et de communiquer. C'est vraiment ça le leitmotiv
qui fait de nous des pépiniéristes. Hein. C'est un vœu de pauvreté, mais c'est génial. C'est le métier le plus passionnant du monde. Voilà, je vous remercie.